Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vous parler de l'eau. L'eau, c'est impressionnant parce que sans elle, il n'y aurait pas de vie. Mais malgré ça, vous allez voir qu'elle peut créer des dégâts qui sont terribles. Donc, comme Ghislain vous l'a dit, je suis en première année, je viens tout juste de commencer. Je découvre ce monde de la recherche en économie. Et donc, je la fais également à la Sorbonne. Et donc, ce par quoi je vais vous commencer, c'est vous montrer que la recherche en économie, elle est très vaste. Et pourquoi c'est le cas? C'est que si on commence par se dire, mais c'est quoi en fait concrètement la recherche en économie? C'est essayer de comprendre comment fonctionnent les comportements humains. Et oui, l'économie, c'est une science sociale. Donc c'est à ça qu'on va s'intéresser. Et là, si vous réfléchissez, vous vous dites, mais en fait, les comportements humains, c'est hyper vaste. Donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans les déterminants de ce qui vont être ces fameux comportements. Et donc là, dans ce cas-là, on va essayer de regarder les causes et les conséquences de ces comportements sur l'économie, mais également sur les êtres humains. Et pour ça, les économistes, ils vont avoir trois types d'outils qu'ils peuvent utiliser. Les premiers, ça va être les théories économiques. Le deuxième, ça va être l'économétrie. Et le troisième, ça va être l'expérimentation. Pour le premier, pour les théories, pensez à la loi de l'offre et la demande. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce que ça dit de manière générale, c'est que si jamais il y a une offre qui se contracte, ben, les prix vont risquer d'augmenter et donc la demande va baisser. Bon, cette théorie-là, elle est pas mal remise en question et elle dépend énormément du contexte en fait, dans lequel on va l'utiliser. Mais c'est à ça que ça va ressembler. Derrière, l'économétrie, c'est un mot un peu bizarre, mais ce que ça veut dire en fait, c'est l'utilisation des statistiques pour essayer de regarder comment les données vont pouvoir prouver ou ça va être l'inverse et du coup on va venir contredire une théorie économique. Et enfin, il y a l'expérimentation. Et oui, parce que les économistes aussi, même s'ils sont très rarement en blouse blanche dans un labo en train de regarder au microscope comment évolue votre taux d'imposition, même si mon père adorait que ce soit le cas, malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe, euh, ils vont aussi mener des expérimentations. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, au même endroit, lors de ma thèse en scène, il y avait une collègue de la Sorbonne qui avait montré que, vous allez voir, c'est fou, mais que l'impact d'un sourire pour des candidats politiques sur leurs images, eh ben ça va jouer énormément sur les votes qu'ils vont avoir. Et là, vous me dites, mais attendez, c'est de l'économie? Ben, je vous réponds, oui, ça en est. Et en plus, deuxièmement, c'est bien vrai. Si vous voyez un candidat qui sourit sur une affiche contre un autre candidat qui ne va pas forcément sourire, vous allez avoir plus tendance à voter pour celui qui sourit. C'était ce que a trouvé Iona. Donc là, vous vous dites, ok, ah ouais, il peut vraiment avoir tout et n'importe quoi dans cette fameuse recherche en économie. Et une autre preuve, ce serait aujourd'hui, si vous voulez publier vos travaux dans des revues académiques, vous devez afficher dans quel thème votre recherche tombe. Et ces thèmes-là, il y a toute une classification qui a été créée, et donc il y a 20 thèmes différents qui se trouvent, avec 4 ou 5 catégories par thème, et sachant que chaque article va toucher plusieurs thèmes, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités. Enfin non, je vous laisse pas en fait, parce que j'ai que 10 minutes, donc on va continuer. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que allant de l'histoire à la politique, au développement, à l'environnement, à la santé, même on peut penser à la psychologie, tous ces thèmes-là peuvent tomber dans le champ de la recherche en économie. Donc, en tant que chercheur, c'est cool, parce que ça veut dire que clairement, on peut travailler sur tout ce qui nous passionne. Bon, j'ai pas encore commencé à écrire un article sur le basket, mais qui sait, peut-être que d'ici la fin de ma thèse, ça va venir. Compliqué à relier à l'environnement, par contre. En tout cas, les 4 présentations que vous allez avoir ce soir, c'est concrètement des exemples de cette diversité que la recherche en économie peut offrir. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'économie environnementale et de cette fameuse goutte qui risque de faire déborder notre vase, le changement climatique. Je ne pense pas avoir besoin de vous définir exactement ce que c'est le changement climatique, mais ce qu'il faut savoir concrètement, c'est que l'augmentation des températures, d'après les chercheurs en sciences naturelles, risque de créer des réactions en chaîne que même eux n'arrivent pas à cerner jusqu'où elles vont aller. On ne sait pas exactement dans quel monde on va se trouver demain. Et ça crée des inquiétudes, ça crée des réactions des fois qui sont vives et qui vont complètement s'opposer à cette réalité. Mais moi, aujourd'hui, je vais parler d'une réalité qui est concrète et dont on voit déjà les conséquences, c'est les catastrophes naturelles. S'il y a un truc qui est sûr, et ce qu'on sait, c'est que quand il y a une augmentation des températures et des taux d'humidité, les catastrophes naturelles explosent. Que ce soit dans l'intensité ou dans la fréquence, ça augmente énormément. Et donc, il va falloir se dire, ok, comment on fait pour faire face à ces catastrophes naturelles?
Et donc dans mon premier chapitre de ma thèse, parce que vu que je commence tout juste, comme Ghislain l'a dit, j'ai pas encore énormément de résultats, je m'intéresse précisément aux inondations en Inde. Et là vous vous dites, mais pourquoi mes impôts ils servent à financer de la recherche sur des entreprises indiennes? Fifi aussi il travaillait là-dessus. Alors, la raison elle est double. Premièrement, c'est d'un point de vue purement scientifique, l'Inde c'est un patient zéro idéal pour faire ce genre de recherche. La raison, c'est que par rapport à la France, par rapport à d'autres pays, c'est un pays qui de base a des moyennes de température très élevées, en moyenne 27 degrés sur l'année. Ouais, ça peut paraître confortable dit comme ça, mais je vous jure, dans la réalité, c'est pas tant le cas. Et aussi des taux d'humidité qui sont également élevés. Donc ça crée un terreau parfait pour pouvoir avoir des inondations. Et au-delà de ça, il y a aussi son positionnement géographique qui se trouve donc dans une zone qui va être plutôt tropicale pour le sud et plus montagneuse dans le nord. Ça va créer qu'on va pouvoir avoir des masses d'eau, vous avez peut-être entendu parler des cas des moussons, on va avoir des masses de vent chaud qui vont venir du sud-ouest jusqu'au nord-est, et quand elles vont arriver au niveau de l'Himalaya, là où les températures sont plus froides, ça va créer des précipitations, et forcément beaucoup de précipitations dit un risque d'inondation. Mais moi, c'est pas vraiment dans ces inondations que je vais me concentrer, parce que celles-là, elles sont anticipées par les entreprises. Elles savent qu'elles habitent et qu'elles opèrent dans un endroit qui est à risque pour celles-là. Moi, celles qui vont m'intéresser, c'est celles qui sont beaucoup plus extrêmes, dont les entreprises ne vont pas pouvoir anticiper la venue et qui risquent de créer des dégâts. Donc là, je vous ai dit pourquoi l'Inde, c'est un cas intéressant, premièrement. Le deuxième, c'est un des dilemmes des chercheurs, c'est la disponibilité des données. Les données d'entreprise, c'est quelque chose de privé, on n'a pas forcément accès, souvent il faut payer, avoir les poches bien pleines, ou avoir la chance que son directeur ou sa directrice ait déjà payé ces données. Je vous laisse deviner dans quelle situation je me trouve. Donc effectivement, on doit remercier Fifi et moi, notre directrice, d'avoir eu accès à ces données et qu'on puisse les utiliser. Donc voilà pourquoi le cas de l'Inde. Maintenant, je vous ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était ce cas-là des inondations extrêmes. Et donc concrètement, comment ça va se traduire? C'est qu'une entreprise qui de base opérait dans une région qui pouvait déjà être à risque d'inondation, donc va prendre des mesures pour s'adapter à ça, va se retrouver face à une inondation dont l'ampleur est tellement énorme qu'elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Et donc sur la période que je vais étudier, donc c'est dans les années 90, il y a eu 4 événements majeurs, et ces événements-là, ils ont créé plusieurs milliards de dégâts. Et donc l'idée, c'est de regarder, pour les entreprises qui sont affectées, je vais les comparer à des entreprises qui n'ont pas été affectées, mais qui sont très proches similairement en termes de caractéristiques, et essayer de se dire qu'est-ce qui va les différencier, quelles sont celles qui sont plus affectées et celles qui sont le moins. Et pour revenir sur cette histoire de contribution, parce que je pense que vous en doutez, mais il y a déjà plein d'économistes avec beaucoup plus de cheveux gris que moi par contre, qui sont intéressés à cette idée de comment les catastrophes naturelles elles impactent les entreprises. Ils ont déjà trouvé qu'effectivement on allait avoir une baisse de la productivité parce que les travailleurs vont peut-être pas venir sur place. Aussi peut-être une baisse des stocks parce que ça veut dire que une partie de la production pourrait être détruite. Et donc à la fin une baisse de profit, des ventes, etc. Moi, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est les biens intermédiaires. C'est tout ce qui va permettre de finir la production finale. Si je reprends d'ailleurs les sardines d'Afifi, pour avoir vos sardines en conserve, on va avoir besoin d'huile, on va avoir ces fameux poissons, et donc ceux-là, ça va être les biens intermédiaires qui vont m'intéresser. Et donc pour le moment, les premiers résultats qui ont l'air de sortir, c'est que les entreprises qui sont domestiques vont être celles qui vont être les plus touchées, et ce que j'entends par domestique, c'est celles qui ne vont pas aller chercher ces fameux biens intermédiaires à l'extérieur, que ce soit dans d'autres pays étrangers ou dans d'autres régions qui ne sont pas forcément touchées par ces inondations. Celles-là vont être celles qui vont le mieux s'en sortir. Mais si je regarde de manière générale, toutes les entreprises, je ne vais pas forcément trouver un effet de ces inondations sur les entreprises. Et la raison, elle est autre, c'est qu'aussi, vous avez différents types d'entreprises. Celles qui sont dans la construction, je vous assure, elles sont contentes en fait qu'il y ait des inondations. Parce que ça veut dire pour elles qu'il va y avoir du boulot et qu'ils vont pouvoir reconstruire, que ce soit des infrastructures, des ponts, des routes ou même d'autres entreprises pour pouvoir continuer à se développer. Et donc c'est ça que les principaux résultats que je vais avoir. Ça ne veut pas dire par contre qu'il faut arrêter le circuit court, mais ça veut dire que ça va être important pour les entreprises et aussi pour les pays d'avoir des connexions, d'avoir un réseau fort avec d'autres entreprises et d'autres pays qui peuvent être plus éloignés pour s'assurer que dans un monde plus incertain, mais dont par contre
on est sûr que les catastrophes naturelles vont augmenter, de se préparer au mieux pour la suite. Merci de m'avoir écouté.